Shalom à toutes et à tous. On espère que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. On se retrouve avec le Rav Shmuel Ouziel, comme chaque semaine, pour Midrashet Yehuda Manitou. Et on continue. Je crois qu'on avait un petit peu commencé à aborder le sujet, mais on va parler du sujet des étincelles divines qui sont perdues dans la mythologie, toujours selon les écrits de Manitou. Bechavod. Eh bien, Erev Tov, bonne soirée. Effectivement, on va juste terminer, pas tout à fait le texte de Manitou, on le terminera la semaine prochaine, mais on va revenir simplement sur un petit point, pas de détail, mais qui est à mon avis très important, un petit point qui est soulevé par Manitou. Quand Manitou, dans ce texte, nous avait présenté la semaine dernière, j'avais explicité un petit peu ce que c'était la période axiale, c'est-à-dire qu'on avait vu avec Jürgen Habermas qu'on pouvait en fait repérer dans l'histoire humaine une période entre moins 800 et moins 200, durant laquelle il y a eu un changement. La pensée humaine est devenue rationnelle ou est devenue philosophique parce qu'elle avait perdu pied, elle avait perdu, on peut dire, ses sources, et n'ayant plus sur quoi se reposer, elle a commencé à rechercher d'autres méthodes, d'autres manières de penser, ce qu'elle a fait grâce à la philosophie en Grèce, mais tout aussi bien la pensée de Lao Tzu ou bien la pensée des Upanishads en Inde, etc. C'est ce que Habermas avait parlé. Il avait même, j'avais commencé à en parler la semaine dernière, je termine juste quelques mots sur la pensée d'Habermas. Habermas disait d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans le cadre de la société moderne, la société libérale, il y a besoin de se ressourcer justement à cette période axiale, c'est-à-dire essayer de retrouver des éléments de pensée qui se sont plus ou moins perdus au moment du passage de la période axiale entre la période mythologique et la période philosophique. Et c'est pour cela que dit-il qu'aujourd'hui aussi, il faut savoir, dans le cadre de la politique libérale, donner une place, pas prépondérante, mais importante, à la pensée religieuse. Ça ferait l'objet d'un développement à part entière, à savoir comment introduire justement la pensée religieuse dans la société libérale et occidentale. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est autre chose. Et je crois que peut-être on aura, à mon avis, une petite vision, en tout cas comme ça, on va entrevoir un petit peu qui était Manitou. Parce que quand on a l'habitude, maintenant, aujourd'hui, Manitou est devenu beaucoup plus à la mode, il y a beaucoup plus de gens qui le connaissent, et pour ceux qui ont participé à la soirée sur l'anniversaire de sa naissance, il y a 100 ans, qui a eu lieu au Binyané Haouma à Jérusalem, on a pu voir là-bas le nombre incalculable de gens qui sont venus pour justement fêter cette naissance et qui donc se sentent proches de la pensée de Manitou. Mais souvent, comme dans beaucoup de cas, quand on ne considère la pensée de Manitou que sur ce qui est public, on va dire comme ça, alors on perd quelquefois un petit peu l'épaisseur, la profondeur de la pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, grâce à ces deux petites phrases que je vais vous lire maintenant de Manitou, on va pouvoir redécouvrir en fait qui était vraiment Manitou et voir qu'il dépasse très largement ce que quelquefois, même quand c'est fait de bon cœur, avec bonnes intentions, on en parle dernièrement et plutôt, on va dire comme ça, de manière comme ça, publique, sur la place publique. Alors, je vais vous montrer un peu juste le texte, les 2 ou 3 phrases que je voulais donner de Manitou. Voilà, c'était une phrase qu'on avait vue dernièrement, dans lequel Manitou, voilà ici, il nous dit « Les modernes », c'est à la ligne 21, j'espère que vous le voyez bien, les modernes sont peut-être incapables de comprendre ce qu'il y avait dans la sagesse des anciens, comme on avait vu la semaine dernière avec Habermas. Évidemment, il parle ici du fait qu'il y a dans la mythologie, il y a quelque chose d'important. Après avoir fait tout un développement, il nous dit, comme dit Paul Ricoeur, le mythe donne à penser, il a fallu 2000 ans pour redécouvrir que derrière le mythe, il y avait une sagesse. Et donc, quand Manitou nous parle donc de tradition et de modernité, Manitou ici veut en fait nous apprendre qu'il faut faire attention. Ce n'est pas qu'il y a simplement une contradiction entre la tradition et la modernité, mais c'est qu'il y a quelque chose dans la modernité qui fait que les modernes oublient qu'il y avait dans la mythologie une sagesse. C'est-à-dire que le moderne
n'est pas contre la tradition. Le moderne a oublié qu'il y avait une tradition. Il ne parle pas ici, évidemment, de la Torah d'Israël. Dans la Torah et dans Israël, on a la révélation, on a la Torah, c'est complètement différent. Ici, on parle des mythes, c'est-à-dire de ce qui s'est produit parmi les nations. Et évidemment, quand, on va le voir tout de suite, quand il cite Paul Ricoeur, il a l'intention de dire exactement ce qu'il y a chez Paul Ricoeur. Parce qu'il faut bien comprendre que quand Manitou cite un midrash, il n'a pas l'intention de dire autre chose que le midrash. Quand il cite Chazal, le Zohar ou le Harizal, Manitou a l'intention, quand il cite, que l'on ouvre le livre en question, que l'on regarde, que l'on étudie et qu'on essaye de voir ce qu'il y a là-bas. Sinon, il ne se donnerait pas la peine de le citer. Je rappelle qu'ici, Manitou, c'est une conférence qu'il a donnée et qui ensuite a été retranscrite, publiée, et qu'il a donc corrigée. C'est-à-dire que quand il a laissé cette petite phrase dans laquelle il dit « Comme dit Paul Ricoeur, le mythe donne à penser », c'est que pour lui, ce que dit Paul Ricoeur a une importance pour le développement sur la tradition et la modernité qu'il est en train d'entreprendre et la conférence qu'il est en train de donner. C'est pour cela qu'il me semble, on va devoir essayer de montrer, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant, que Manitou avait lu Paul Ricoeur. Ce n'est pas simplement une citation qu'il a fait parce que c'est écrit dans Le Monde ou c'est écrit dans la revue Esprit, mais c'est qu'il a lu Paul Ricoeur, c'est ce que je vais essayer de montrer, que non seulement il a lu Paul Ricoeur, il a très bien compris ce que Paul Ricoeur a dit, qu'il est d'accord avec une partie de ce que dit Paul Ricoeur, et cette partie avec laquelle il est d'accord, c'est justement celle qui lui sert d'argumentation pour exposer ce qu'il est en train de dire au sujet du fait qu'il faut retourner à cette période axiale pour retrouver qu'il y a aussi parmi les nations qui, elles aussi, ne savent pas toujours résoudre la problématique de la tradition et de la modernité, qu'il y a aussi chez elles déjà des éléments de réponse qui se trouvaient là du fait de la prophétie, du fait de la révélation. Nous sommes les vecteurs de la révélation, mais il se trouve que parmi les nations, il y avait des étincelles de révélation que l'on appelait ou qui se trouvaient à l'époque dans ce qu'on appelait les mythes, la mythologie. Et c'est donc ce que je vais essayer de montrer maintenant, c'est-à-dire de montrer où se trouvent ces éléments de révélation, ces éléments de la pensée révélatrice, on va dire comme ça, de la pensée de la révélation, plutôt, ce serait plutôt plus juste de le dire de cette manière-là, et où est-ce qu'on les trouve là-bas. Alors donc, on va faire aujourd'hui un petit peu d'histoire, un peu de sociologie, un peu d'anthropologie. Et d'ailleurs, c'est ce que Manitou aimait beaucoup, il aimait beaucoup l'anthropologie. Et donc, on va essayer maintenant de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un mythe, comment et pourquoi Paul Ricoeur l'interprétait de cette façon-là, le mythe donne à penser, et montrer qu'en fait, Manitou avait bien lu chez Ricoeur le même souci de résoudre la problématique tradition et modernité que chez lui. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors tout d'abord, on va faire un petit peu d'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Qu'est-ce que c'est que la mythologie? Parce que c'est bien ce que nous dit ici Manitou. Il nous dit, dans les mythes, il y avait une sagesse. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Alors il faut savoir qu'au départ, un mythe, dans le sens gréco-latin, c'est en général considéré comme quelque chose qui relève de la fiction, voire de l'affabulation ou même de la légende. C'est-à-dire des espèces d'histoires qu'on raconte, mais en fait, c'est de la science-fiction, qu'on dirait aujourd'hui. Ça a même été, parce que justement, la pensée moderne est devenue une pensée philosophique et rationnelle, c'est aussi devenu synonyme d'opposition à la science. Il y aurait la science rationnelle face à la mythologie ignorante, qui ne sait rien, qui invente des petites histoires. En fait, ce que dit ici Manitou, c'est que s'il y a dans la mythologie une présence de sagesse, c'est-à-dire une présence de quelque chose qui est une émanation de la révélation, eh bien c'est parce que les mythes ne sont pas des fictions ni des ignorances, ce sont des récits d'une création, c'est-à-dire d'événements
fondateur. Et il faut bien comprendre que quand on dit événement fondateur, on ne parle pas ici d'événements historiques, je vais bien y insister, mais on parle ici d'événements fondateurs. On va voir fondateur de quoi et événement quand. Donc en tout cas, on va commencer par là. Qu'est-ce qu'un mythe? Eh bien, le mythe, a priori, raconte et exprime a priori une expérience vécue. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Le mythe de Sisyphe, le mythe d'Oedipe, etc. Romulus et Rémus. Tout ça, ça exprime une expérience. Mais le but de ce récit, de cette, peut-être qu'on voudrait appeler légende, eh bien, c'est d'exprimer, de révéler le sens des choses. Pourquoi parle-t-on de Romulus et Rémus ou d'Oedipe? C'est pour expliquer quelque chose. On veut apporter une explication. Et très souvent aussi, on voit qu'il existe aussi, même pour chaque individu, très souvent, une expérience est figée en parole, et cette parole, ce récit, va permettre à l'homme, à l'individu, de modeler son imagination. C'est-à-dire qu'il va pouvoir recomprendre, ressaisir, grâce à son imagination, le sens, pas de cette expérience, mais le sens qui est exprimé par le récit de cette expérience. C'est donc un récit, le mythe, qui a été écrit pour répondre aux grandes questions que nous nous posons depuis toujours. Quand un homme réfléchit sur l'origine de l'homme, l'origine du monde, aux raisons d'être de cette création, au destin, à l'avenir de notre monde, de l'homme, eh bien, quand on est face à tous ces grands problèmes, à ces grands énigmes, il y a formation d'un mythe qui vient en fait essayer d'apporter des réponses. D'où vient Rome? Qu'est-ce que c'est que la puissance de Rome? Romulus et Rémus. C'est une réponse. C'est une réponse qu'on a essayé de donner à l'époque pour expliquer pourquoi Rome est telle qu'elle est aujourd'hui. Mais attention, il faut faire très très attention. Quand par exemple on demande qu'est-ce que c'est qu'un orage? Eh bien, pour nous, on va se dénommer homme scientifique. Quand on parle d'un orage, alors on va dire oui, d'accord, c'est des charges électriques qui se trouvent dans les nuages, dans les gouttes d'eau, etc. Bon, et on arrive à trouver toutes sortes d'explications mathématiques, physiques et autres pour expliquer pourquoi il y a un orage. Mais quand on va demander à, je ne sais pas moi, à un Indien au Pérou, explique-nous pourquoi il y a un orage, il va nous parler d'un mythe. Et il va nous dire, vous savez, l'orage, c'est un géant qui a une longue figure, des oreilles qui sont comme ci et comme ça, et les éclairs, c'est le mouvement de ses oreilles, et le tonnerre, c'est quand il se déplace. Okay? Eh bien, quand il fait ça, ce Péruvien, en fait, il a l'intention de nous montrer que dans la nature, l'orage fait du bruit, il y a des éclairs, donc il faut expliquer, comme c'est quelque chose d'énorme, c'est donc un géant. Comme c'est quelque chose qui arrive souvent, il y a sûrement une intentionnalité derrière tout ça. Donc c'est un homme. Donc c'est un géant qui fait des choses comme ça. C'est clair qu'il n'a jamais vu ce géant. Personne ne l'a jamais vu. Mais en fait, c'est une espèce d'imagination calculée. C'est-à-dire, on imagine quelque chose dans les mythes et on essaye de construire une histoire à partir des données du problème réel qu'on a à résoudre. Qu'est-ce qu'un orage? Et puisqu'on doit expliquer qu'est-ce qu'un orage, alors donc on dit ça doit être grand, ça doit être intentionnel, ça doit créer du bruit et ça doit faire aussi de la lumière. Et ben voilà. Donc c'est un géant qui bouge, qui se déplace, etc. Donc a priori, c'est comme ça qu'on le voit. Donc c'est la réponse à une question, une explication. En cela, Manitou nous dit tout de suite, le mythe donne à penser. C'est-à-dire que le mythe n'est pas une histoire pour enfants. C'est pas une histoire, c'est pas un conte de fées, c'est pas une légende. Le mythe, c'est quelque chose, c'est un récit qui essaye d'apporter une réponse au même titre que la philosophie,
essaye d'apporter une réponse. Et donc, on ne peut pas dénigrer la valeur intrinsèque du mythe parce que la mythologie, comme la philosophie, essaye de répondre à des questions fondamentales. Le sens de la vie, la présence de l'homme, la présence du mal, les malheurs, etc., etc. On cherche à tirer au clair ces grandes interrogations, qui sont en fait les sujets et les thèmes mêmes de la philosophie, et on les résout d'une manière différente que la philosophie, mais c'est une tentative qui n'en est pas moins légitime. C'est déjà cela ce que Manitou nous enseigne. Il nous dit, dans les mythes, il y a une sagesse. C'est-à-dire que ceux qui ont parlé, écrit, on peut dire, inventé, entre guillemets, les mythes, eh bien, ils l'ont essayé de le faire parce qu'ils avaient à répondre à des questions. Et ce n'est pas un hasard si les premiers philosophes grecs, en fait, venaient de l'espace mythologique, puisqu'on sait que les premiers philosophes grecs parlaient tout est de l'eau, tout est le feu, tout est la terre, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, une relation entre cette mythologie et la pensée philosophique. Pourquoi? Eh bien, nous dit Manitou tout de suite, elle donne à penser. C'est-à-dire que c'était une tentative de réponse différente de celle de la philosophie, mais qui comportait en elle très certainement une sagesse. En fait, quand on commence à s'approcher de plus près et d'observer ce qui s'est passé dans la mythologie, on discerne en plus qu'il y a en fait les grandes questions et les grandes problématiques essentielles de la philosophie se retrouvent déjà dans la mythologie. Mais ce qu'il y a déjà aussi dans la mythologie, peut-être ça va vous surprendre, c'est que justement, dans la manière dont la mythologie répond à ces grandes questions, il y a déjà des éléments qui seront repris par la suite dans la philosophie. Par exemple, premier point que certainement vous avez remarqué, ce que l'on appelle l'unité du monde, l'unité de l'univers. Dans la mythologie, tout est unifié. Il s'agit d'un monde unifié. Le monde de la mythologie ou de, je ne sais pas, par exemple, de ceux qui essayent de décrire comment le monde est arrivé à ce qu'il est arrivé, eh bien, en fait, ils voient le monde dans une unité. Le monde en tant que tel, ça, c'est énorme. C'est déjà quelque chose d'énorme. Ça veut dire que la mythologie avait déjà vu que le monde est un. C'est pas simplement le ciel avec les orages, les tremblements de terre, c'est pas simplement le tsunami, mais que tout ça ensemble, il y a une explication unique, une description unique de tous ces éléments, de tous ces événements, et que tout cela a un sens unique. Deuxièmement, quelque chose de très important, dans la mythologie, on retrouve très certainement, et dans beaucoup de cas, la césure entre le divin et l'humain. Il y a des hommes, il y a des dieux. Bon, évidemment, ce n'est pas la Torah, ce n'est pas la Gemara, mais on retrouve déjà là-bas, comme le dit Manitou, il y a des étincelles là-bas. Il y a quelque chose. Le fait qu'on parle de Dieu, même avec un X à la fin, et des hommes. C'est donc que la pensée mythologique, elle n'était pas déconnectée de la pensée de la révélation, de la pensée prophétique. Elle avait vu qu'il y a Dieu, des dieux. Troisièmement, on voit dans la mythologie une tentative d'expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles seront peut-être demain. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut appeler l'importance de ce qu'en philosophie on appelle le devenir, le futur. Donc, comme vous le remarquez tout de suite, la mythologie, le mythe donne à penser, oui, très certainement. Parce que si déjà on regarde les thèmes abordés pendant la mythologie, on y retrouve l'unité du monde, on y retrouve l'unicité d'un principe explicatif, l'importance du devenir, des dieux, des hommes. C'est donc pour nous dire
qu'en fait, il y a quelque chose qui fait qu'on peut parler d'un rapprochement entre le mythe et la philosophie. Le chidouche de Manitou, c'est de nous dire, un peu à la suite, pas à la suite, mais d'une manière différente, un peu parallèlement, pardon, à Habermas et à Jasper, dont on a parlé la semaine dernière, qu'à la période axiale, ça s'est perdu. Et on a commencé à faire de la philosophie. Mais ça existait déjà au niveau du mythe. Et la philosophie n'a rien inventé. Quand elle parle de Dieu, et qu'elle essaye de définir dans la théologie de quoi il s'agit, quand elle parle de l'espèce d'unité, comme par exemple en parle Spinoza, l'unité du réel, la nature, tous ces termes-là, tous ces concepts, en fait, sont venus après le travail du mythe sur la pensée humaine. Et donc, il y a une convergence. Et ce qu'il faut donc comprendre, c'est, oui, ça converge, on en parle, ça se ressemble, mais où est la vérité du mythe? Qu'est-ce que c'est que cette vérité? Qu'est-ce que c'est que cette sagesse dont Manitou parle? Et bien là, il va falloir faire appel effectivement à Paul Ricoeur. Parce que, premièrement, Paul Ricoeur, justement, nous dit le mythe donne à penser, c'est la phrase que Manitou cite d'un livre de Ricoeur sur le mal, c'est peut-être un peu exceptionnel, mais c'est une phrase très célèbre tirée de Ricoeur qui a écrit un livre sur le mal. Et donc, premièrement, le mythe, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas un récit, ce n'est pas le récit d'un témoin qui a vécu un événement et qui nous raconte quelque chose. La vérité d'un mythe n'est pas une vérité historique, c'est-à-dire que Romulus, Rémus, Oedipe, Sisyphe, tous ces personnages-là, ils ne sont pas des personnages historiques au sens où nous les comprenons aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un qui vivrait à l'époque de Oedipe nous raconterait ce que Oedipe a fait. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'il faut véritablement se rendre compte, c'est que la vérité du mythe n'est pas une vérité historique. Alors, de quoi s'agit-il, puisque ce n'est pas une vérité historique? C'est-à-dire que le mythe a pour but de matérialiser, de rendre visibles certaines intuitions, certaines idées, certains concepts, mais au lieu de nous les communiquer d'une manière philosophique sous forme abstraite de concepts, on nous les transmet sous forme de l'imaginaire. Le mythe, c'est transmettre une intuition, j'aurais pas dit philosophique, parce que ce n'est pas le cas, une intuition qui va devenir par la suite philosophique, mais qui au niveau du mythe est transmis au niveau de l'imaginaire. C'est-à-dire que, je vais donner un tout petit exemple, si je regarde maintenant le conte, C-O-N-T-E, le conte, par exemple, de Romulus et Rémus, eh bien, dans le conte de Romulus et Rémus, ce qui est important, c'est pas de dire qu'il y a eu un monsieur qui s'appelait Romulus et un monsieur qui s'appelait Rémus. Ce qu'il est important de dire, c'est que dans la société romaine, il y a deux forces qui agissent en parallèle, Romulus et Rémus, et que ces deux forces qui agissent dans la société romaine peuvent expliquer les tensions intérieures et la puissance intérieure qui existent dans l'esprit de la société romaine. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans cette manière d'expliquer les choses, on essayait de demander aux hommes de comprendre dans le sens de l'imagination, un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui dans la pédagogie moderne, quand on essaye de donner aux enfants, de raconter une histoire, de montrer un film, de faire entendre, de montrer une pièce de théâtre, pour essayer de faire passer quelque chose, une idée, un concept. Et une fois qu'ils ont vu le film, eh bien, les enfants, dans leur imaginaire, comprennent de quoi on parle, même s'ils ne sont pas capables de l'exprimer de manière conceptuelle, entre parenthèses philosophique, mais ils sont en tout cas capables de comprendre de quoi on parle, qu'est-ce qu'on voulait leur dire. Et il faut savoir, soit dit en passant, que les mythes, et là il faudrait faire une étude anthropologique beaucoup plus grande, les mythes étaient aussi utilisés pour donner des repères de morale et d'éthique. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aux hommes. Et donc,
il y a une espèce on peut dire comme ça, de velléité normative que l'on peut aussi trouver dans les mythes. Et donc, comment faire passer, et là vous allez voir tout de suite pourquoi Manitou en parle, comment faisait-on passer à l'époque mythologique, comment faisait-on passer les valeurs, les coutumes d'une génération à une autre? Comment pouvait-on dire aux enfants, aux plus jeunes, quels sont les enseignements du passé? Alors, on ne parlait pas philosophie, on ne parlait pas rationalité. Il y avait des mythes, une mythologie qui était la courroie de transmission entre les diverses générations. On enseignait les enseignements du passé aux générations futures grâce à la mythologie. C'est pour cela, nous dit Manitou, que la mythologie, précisément, comporte une sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est justement avoir cette capacité de passer la tradition à une époque plus moderne, passer de la tradition à la modernité. C'est pour cela, dit Manitou, qu'on ne peut pas oublier cette période axiale. Parce que dans cette période axiale, les hommes ont brusquement décidé qu'il n'y avait plus rien à entendre de les générations précédentes. Le passé n'avait rien à leur dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré ces histoires, ces mythes, cette mythologie. Et une fois qu'ils l'ont récupéré, ils ont dit mais c'est complètement archaïque, ça ne veut absolument rien dire. Rationnellement, ça n'a aucun sens. Or, nous dit Manitou, à cette époque-là, ce qu'ils ont perdu, c'est la sagesse qui était présente dans la mythologie. Parce que cette sagesse, elle était justement cachée, enfouie à l'intérieur de l'expression imaginaire, le récit imaginaire du mythe. Or, pour un homme rationnel qui veut essayer d'utiliser surtout la raison et l'intellect, l'imaginatif, c'est quelque chose qui relève plutôt du rêve ou du fantasme, et ça ne peut pas lui apporter de réponse. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, donc après cette période axiale dont Manitou a parlé tout à l'heure, dans le texte un petit peu avant, il y a eu ce problème qu'on a essayé, à partir de l'invention de la philosophie, on a essayé de définir les choses. On essayait de définir les choses. C'est-à-dire qu'on essayait de prendre une définition, à savoir trouver un genre et une différence. C'est ça la définition d'Aristote. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un cheval? C'est un quadrupède avec, je ne sais pas moi, avec une crinière. Alors donc, quadrupède, le genre, crinière, différence spécifique. Donc voilà, on a défini qu'est-ce que c'est qu'un cheval. Par contre, le mythe est un récit. Il raconte quelque chose. Mais à la différence du récit historique, il ne rapporte pas des faits qui se sont déroulés dans le temps. Alors qu'est-ce qu'il rapporte? Il ne cherche pas la vérité objective, il ne cherche pas à donner un discours historique. Il n'est pas non plus une allégorie qui voudrait dire que quand on dit Romulus et Rémus, alors ça veut dire l'intellect et l'imagination, comme certains philosophes ont interprété la Torah en disant que Sarah et Abraham, c'était la raison de l'homme et l'imaginatif de l'homme. Non, ce n'est pas du tout cela. Ce qu'il y avait véritablement dans le mythe, c'était de venir, de donner quelque chose qui puisse être un élément de réponse par l'intermédiaire de l'imaginatif. Et c'est pour cela, et c'est pour ça, que vous pourrez tout de suite trouver qu'il n'y a pas d'auteur des mythes. La mythologie n'a pas d'auteur. Parce que le but ici, ce n'est pas de se référer à une certaine autorité, c'est de permettre à chacun qui lit cette histoire d'essayer de ressaisir cette sagesse, cet esprit qui est dans le récit lui-même. Ce qui est important dans une mythologie, c'est le récit lui-même. On ne cherche pas des concepts. Les concepts, c'est la traduction philosophique, rationnelle, des réponses que les philosophes apportent aux problèmes. La mythologie n'apporte pas des concepts. Elle ne veut pas donner des définitions.
elle veut réveiller en chacun d'entre nous quelque chose intuitif qui nous met en contact direct avec l'élément lui-même de la chose. C'est ce qu'on essaye de faire par l'intermédiaire du mythe. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'auteur. On n'essaie pas de dire monsieur un tel a dit que. Ça, c'est vrai peut-être pour des textes philosophiques. Ah, Spinoza a dit, Platon a dit, mais la mythologie, elle n'a pas dit. Il n'y a pas d'auteur pour la mythologie. C'est-à-dire que c'est une manière qui est une manière d'expliciter, d'expliquer les choses, mais d'une manière complètement différente que l'explication rationnelle ou philosophique. Peut-être que, là c'est une toute petite parenthèse, je profite de quelques minutes, toute petite parenthèse, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des mythes? Est-ce qu'il y a des mythes nouveaux, des mythes contemporains? On pourrait dire non, évidemment. On a une époque rationnelle. On n'a qu'à regarder les journaux, tout le monde se targue d'être des gens rationnels. Tout le monde se targue d'être des gens qui réfléchissent, qui pensent. Mapitom, comme on dirait chez nous, qu'on va utiliser maintenant. Pourquoi utiliserait-on l'imaginaire et l'imaginatif? Mais peut-être que pour nous qui sommes francophones et qui avons peut-être pour la plupart d'entre nous étudié dans des écoles françaises, je demande une petite question, juste un indice de réflexion. Le mythe de la réussite, le succès, l'élite, la méritocratie, est-ce que ce n'est pas un vrai mythe qu'on nous a enseigné à l'école? On ne nous a pas parlé de concepts, on ne nous a pas parlé en termes philosophiques ou en termes rationnels, mais l'ensemble du récit culturel que l'on a entendu dans l'école, notamment à l'école primaire, c'est qu'il faut réussir, il faut avoir du succès, il faut faire partie de l'élite. Et ça, on l'obtiendra que grâce à la culture. On la retrouve encore d'une autre manière, par exemple, dans l'écriture de romans, de nouvelles, la poésie. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de présenter à la personne qui lit le roman ou la nouvelle quelque chose qui est intuitivement saisi lors de la lecture du récit, mais qui n'est pas explicité ou expliqué en termes rationnels. Pour tous ceux qui ont lu, par exemple, certains livres de Ruffin, par exemple, sur l'histoire du Brésil, par exemple, un livre qui s'appelle Rouge Brésil, dans lequel on découvre toute une époque, toute une période, sans y avoir jamais véritablement entendu un développement historique par un historien. Mais il nous fait vivre cette époque comme si on y était. Eh bien ça, c'est un petit peu le travail de la mythologie. On essaie de vous donner l'intuition des choses sans vous les expliciter sous forme de concept, mais de manière intuitive à l'intérieur d'un récit. Et évidemment, si maintenant on va un peu plus loin, le cinéma, les bandes dessinées, Internet, etc., donnent par exemple une vision moderne des héros légendaires ou des personnages fantastiques. Beaucoup de gens s'imaginent être Superman, Batman, etc. Pourquoi? Ça nous donne, voilà le héros. Imaginez, si on rencontrait un homme grec et qu'on lui dit nos héros c'est Superman, je ne crois pas qu'il correspondrait tellement. Et si on regarde la Mishnah qui nous dit Ezeo Gibor Akovesh et Titzro, on est dans un monde complètement différent de l'héroïsme. Mais pourtant c'est cela. Il y a le mythe du héros qui passe à travers les films, les bandes dessinées, les séries télévisées, etc., etc. On peut évidemment, et là je termine là-dessus, on peut évidemment retrouver aussi une espèce de mythologie. Par exemple, à l'époque nazie, il y avait la mythologie de la race pure. C'était une véritable mythologie. Il n'y avait pas d'explication scientifique. Personne en Allemagne et ailleurs personne n'a demandé, pardon, à Goebbels qu'il explique qu'est-ce que c'est que la race pure. Mais c'était une mythologie. Il y en a qui pensent que c'est la même chose, la civilisation, la supériorité, la terre, la citadinité. Tout cela, ce sont des mythologies. Où on est maintenant, à partir du moment maintenant où on a compris un petit peu qu'est-ce que c'est que la mythologie, vraiment c'est un petit peu, et il faudrait en faire un développement beaucoup plus long, mais en tout cas pour nous ça va suffire pour essayer de comprendre ce que dit Manitou ici.
Maintenant, on va passer à Paul Ricoeur. Paul Ricoeur prend toutes ces données-là et commence à y réfléchir, et il arrive à la conclusion suivante. Le mythe a quelque chose de très particulier. Il a tout d'abord 3 fonctions bien particulières. Premièrement, il a une fonction d'universalité concrète. Ce sont les termes de Ricoeur. Universalité concrète. La mythologie parle de problèmes et de solutions universelles, mais de manière concrète, pas conceptuelle. C'est la première fonction. Deuxièmement, dans la mythologie, il y a nécessairement une orientation temporelle, c'est-à-dire il y a une origine, un développement et en fin de compte une finalité. La mythologie nous expose les choses comme on peut dire, comme une évolution historique. Il y a une histoire à l'intérieur de la mythologie. C'est la deuxième fonction. On nous propose l'universel dans la mythologie, on nous propose l'histoire dans l'évolution. Et enfin, troisième chose, on essaye de comprendre ce que sont les choses en elles-mêmes, ce qu'on appelle l'ontologie, l'être même des choses. On essaye de comprendre l'être même des choses. C'est pour ça, dit Ricoeur, que ces 3 fonctions de la mythologie font qu'on ne peut pas traduire mot à mot la mythologie. Je m'explique. La mythologie, ce n'est pas un code. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit Romulus, Romulus égale l'intelligence, Rémus égale la force physique, la louve égale je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout ça. Ce ne sont pas des concepts mis en images. Ça s'appelle des allégories. Dire que Sarah et Abraham, c'est l'imaginaire et l'intelligence. Ça, c'est une allégorie. C'est-à-dire, je symbolise un concept, une notion, une idée avec un personnage. Ça, c'est une allégorie. Le mythe n'est pas une allégorie. Pourquoi? Parce que le mythe ne cherche pas à dire autre chose que ce qu'il dit. Il veut dire exactement ce qu'il dit. Le terme qu'utilise Ricoeur est le suivant. Il dit le mythe est immédiat parce qu'il signifie, il donne sens à ce qu'il dit. Il veut dire ce qu'il dit exactement. C'est ça le sens. Il veut dire Romulus et Rémus parce qu'il veut éveiller en nous l'intuition imaginaire, l'intuition de l'imaginaire de ce qu'est Romulus et Rémus. Il ne veut pas dire Romulus égale quelque chose, Rémus égale autre chose. Il veut nous dire, regardez le récit de Romulus et Rémus, c'est ça que je veux dire. C'est ça. C'est-à-dire le fait qu'il y a 2 puissances en lutte et que ces 2 puissances en lutte créent le fondement de la société romaine. Et donc, nous dit Ricoeur, il faut bien se rendre compte. Tout d'abord, l'universel concret dont on parlait tout à l'heure, c'est l'expérience humaine. On parle toujours d'hommes. Il y a des dieux, mais on parle aussi des hommes. Donc, premièrement, quand on lit un texte mythologique, il faut savoir, c'est qu'on parle d'hommes, c'est-à-dire de nous. On parle de nous, mais on nous montre, on nous fait imaginer. Je pense que le mieux, c'est de se rappeler toujours. On est en train de lire un roman qui parle de, je ne sais pas moi, du Moyen-Âge. Alors, on est tellement pris par l'efficacité et le talent et le génie de l'auteur qu'on a l'impression de vivre cette époque. C'est ça ce que fait la mythologie. Elle nous fait vivre un certain événement. Et donc, on le ressent de l'intérieur, véritablement. Et donc, quand on lit, nous dit Ricoeur, quand on lit un mythe, eh bien, quand on lit, encore une fois, un mythe, c'est toujours un récit, s'il faut le lire. Et on va voir tout de suite, il faut aussi l'interpréter. Mais il faut le lire parce que ce mythe va nous donner véritablement à vivre quelque chose. C'est en le vivant qu'on va le comprendre. Deuxièmement, évidemment, le mythe étant un récit, le récit commence, se développe et se termine. Et donc, on va vivre une certaine évolution. Enfin, il faut savoir, c'est que, dit Paul Ricoeur, il y a toujours
une faille, une brisure à l'intérieur de la mythologie. Il y a quelque chose de mal qui intervient. Le mythe vient toujours essayer d'expliciter le fait que l'histoire qu'il raconte ne s'est pas déroulée comme un long fleuve tranquille. Il y a eu des problèmes, il y a eu des problématiques. C'est ce que le mythe essaye de faire. Comme vous le voyez, à cette manière dont Ricoeur s'exprime, on voit apparaître de suite ce que Manitou veut dire. Il y avait une sagesse dans le mythe, parce que le mythe donne à penser, comme disait Ricoeur, parce que précisément le mythe, la mythologie, essayait d'amener l'homme à comprendre de l'intérieur comment l'évolution historique de l'humanité peut tout de même se faire malgré tous les drames qui sont déjà présents dans l'histoire humaine. La mythologie venait dire aux hommes, voilà ce que l'on peut faire parce que c'est comme ça que ça a toujours été fait. C'est cela qu'il y a à lire. Et c'est pour ça que la philosophie, la rationalité, l'allégorie ne comprend pas le discours des mythes. Parce que eux, ils pensent que quand on dit Romulus et Rémus, on parle de deux personnages vivants. C'est pas du tout ça le but. C'est comme un roman. On nous donne des personnages pour nous faire vivre de l'intérieur ce qui s'y passe. Et donc, ce que veut véritablement faire les mythes, la mythologie, nous dit Ricoeur, c'est que la mythologie veut nous faire lire le récit mythologique. Parce que c'est dans ce récit-là qu'il y a la réponse. Si tu vis ce récit comme il faut, alors tu auras la réponse. On ne va pas te l'expliciter, ça ne sera pas objectif, parce qu'on veut parler de quelque chose qui est au-delà de la réalité, au-delà de l'objectif, au-delà de ce qu'on peut observer ou maîtriser. Ce que demande véritablement le mythe, c'est de savoir comprendre le sens profond du réel sans avoir à essayer d'analyser le réel pour en tirer sa valeur. Comme si le mythe, un petit peu comme la révélation, et Manitou dirait tout à fait comme la révélation, le mythe essaye de nous apprendre à comprendre ce que ce monde veut dire en nous y remettant d'une autre manière, en nous donnant une autre manière à penser. L'essentiel, nous dit Ricoeur, et c'est ce que dit ici Manitou, c'est que la philosophie, c'est-à-dire ce que Manitou ici met en parallèle avec la modernité, la philosophie se trompe sur une hypothèse de départ. L'hypothèse de départ de la philosophie, c'est le philosophe réfléchit, pense avec sa raison, avec son intellect, et il va découvrir enfin le sens du réel. Or, le mythe nous dit, la pensée ne commence jamais de façon absolue. Il n'y a pas de commencement à la pensée, parce que la philosophie, elle avait une certaine présupposition. Elle avait déjà d'autres choses avant, qu'elle essaye d'oublier, qu'elle essaye d'effacer, d'occulter. Mais nous dit Manitou, et Ricoeur en même temps, la philosophie ne fait que recommencer. La philosophie croit débuter, croit dire j'efface tout ce qu'il y avait avant moi. Il n'y a plus rien avant moi. En fait, la mythologie elle-même nous apprend déjà que c'est faux. Il y a toujours un récit avant. Ce qui s'était passé avant, c'est un récit qu'il faut lire, entendre, comprendre. Quand on le comprend, alors à ce moment-là, on peut saisir le sens du présent et comprendre vers quoi l'avenir nous mène. Quand on imagine qu'on est le début de tout, que tout commence avec nous, eh bien, on oublie tout simplement qu'on a perdu ce que c'est que le langage. En fait, dit Ricoeur, la mythologie se tient au milieu du langage parce qu'elle est un récit. C'est une méditation sur les symboles, sur la réalité, mais qui démarre d'un langage qui existait déjà. Il y avait déjà des présuppositions. Et donc, ce qu'on veut nous dire, et là c'est très important parce que Manitou est tout à fait d'accord avec Ricoeur, je cite une phrase de Ricoeur, il dit « La première tâche
de l'homme n'est pas de commencer, mais au contraire, à partir de la parole, de se ressouvenir pour commencer. Il faut savoir se ressouvenir pour commencer, dit Ricoeur. Et ça, cela, à mon avis, Manitou aurait donné son accord à 100%. Il faut se ressouvenir pour commencer. On ne commence jamais à zéro. On doit se ressouvenir, c'est-à-dire on démarre toujours à partir d'un récit. La mythologie nous apprend que ce récit, eh bien, il est extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas de se souvenir d'une tradition, c'est-à-dire qu'est-ce que faisaient mes ancêtres. Ça, c'est ce que Manitou a appelé l'archaïsme, le caduc. Ce n'est pas de ça dont on parle. Il ne s'agit pas de coller le passé sur le présent. Et c'est pour ça que la mythologie nous parle de Romulus et Rémus en nous disant bien, c'est clair, avec un sourire, la mythologie nous dit avec un sourire, je sais bien que Romulus et Rémus n'existent pas, c'est bien clair, on est d'accord, c'est pas ça le but. Mais Romulus et Rémus, ils existent vraiment, parce que c'est eux qui expliquent pourquoi la société romaine et l'esprit romain est tel qu'il est aujourd'hui. Il y a quelque chose que Ricoeur appelle les signes du sacré, c'est-à-dire quelque chose qui parlait, le sacré, dans le langage de Ricoeur, ça veut dire ce qui dépasse le réel, ce qui dépasse ce qu'on peut observer et expliquer. Il dit donc ces signes du sacré, entre parenthèses, Lévinas n'aurait jamais accepté de dire une phrase pareille, les signes du sacré sont tombés dans l'oubli, dit-il. Et maintenant, c'est l'homme lui-même qui doit reprendre pied en tant qu'il appartient, lui, à ce sacré. C'est-à-dire l'homme, et c'est ça l'importance de la mythologie, c'est de nous apprendre à redécouvrir pourquoi, comment nous sommes partie intégrante de cette pensée sacrée, qui est à dire de quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse le réel et ce qui est observé. C'est ça ce que la mythologie veut nous entraîner. Et donc, d'après Ricoeur et Manitou, la crise du langage qui s'est produite vient du fait que l'homme, à l'époque que Manitou appelle la période axiale, a été fasciné par la symbolique mathématique, la philosophie, les concepts, les définitions mathématiques. Je rappelle que Spinoza, peut-être le plus grand des philosophes, a écrit un livre qui est construit comme un livre de mathématiques, avec des théorèmes et des démonstrations. Donc, on avait une espèce de fascination du concept. On a oublié autre chose. On a oublié que le langage a aussi une fonction symbolique. Le langage peut être mythologique. Et donc, dit Ricoeur, je cite, « Il faut réenchanter le monde en recréant du langage. » C'est-à-dire, dirait Manitou, il faut revenir à la compréhension de ce qu'on appelle la Torah, le Lashon HaKodesh. Mais le Lashon HaKodesh que l'on doit essayer de comprendre, ce n'est pas un Lashon HaKodesh dans le sens où on doit apprendre l'hébreu. Ce n'est pas l'hébreu qui est important ici. Il s'agit de recréer le langage, c'est-à-dire redécouvrir ce que le langage de la Torah, le langage de la révélation, le langage prophétique veut véritablement nous faire comprendre, pas nécessairement au niveau des définitions mathématiques ou philosophiques, mais surtout au niveau de peut-être de la symbolique, ce que le Manitou appelle en général la Kabbalah. Et donc, c'est ça qui est important. L'interprétation de la mythologie, c'est précisément ce qui fait son contenu. Et donc, c'est pour cela qu'on n'est pas au-delà de la modernité, mais avant la modernité. Et la réponse que Manitou donne, tradition ou modernité, que doit-on faire? Eh bien, il nous dit, la modernité, en fait, elle se fonde sur la tradition. La modernité n'a pas le choix que de retrouver le sens profond du réel grâce à la mythologie chez les Goïms, grâce à la révélation et la Kabbalah chez nous. Il faut revenir à l'élément de la parole. Il faut savoir relire les symboles, relire les mythes, dit Ricoeur, parce que là où un homme rêve et délire, ça veut dire qu'il y a un autre homme
qui est capable de se lever et d'interpréter. Très belle phrase de Ricoeur. C'est-à-dire, si quelqu'un rêve, s'il y a des énigmes, s'il y a des fictions, alors on peut essayer de comprendre et d'interpréter. C'est cela ce que la mythologie a apporté. Dit Manitou dans le texte, on a attendu 2000 ans pour découvrir qu'effectivement, la mythologie, ce ne sont pas des histoires archaïques, ce sont au contraire le sens de la valeur des choses que nous vivons aujourd'hui. Et juste pour apporter peut-être un élément dans les quelques minutes qui restent, nous dit Ricoeur, il dit encore, quelque chose a été perdu. Ce qui a été perdu, d'après Ricoeur, c'est l'immédiateté de la croyance. On a perdu la Emouna. Manitou ne dirait pas ça de cette manière-là. Il ne parlerait pas de perdre la Emouna, mais il dirait qu'on a perdu le sens des choses. On lit les versets de la Torah et on ne comprend pas de quoi il parle, parce qu'on a perdu l'immédiateté du texte de la Torah. Ce texte de la Torah, nous dit-il, grâce au Lashon HaKodesh, la Kabbalah, à ce moment-là, on est capable de le comprendre, de le saisir, et à ce moment-là, même si on ne peut plus vivre selon cette croyance qu'on a perdue, on a la possibilité, nous, les modernes, grâce à la lecture kabbalistique, lecture hébraïque, de revenir à ce que Ricoeur appelle une seconde naïveté. Et c'est ce que Manitou attend de nous aussi. Manitou attend de nous d'être capable de revenir à cette lecture hébraïque. Tout le monde sait aujourd'hui, c'est un lieu commun. Quand on parle de Manitou, tout le monde dit oui, Manitou l'hébreu. Ah, pourquoi? Parce que vous voyez, il y avait des Hébreux, et ensuite il y a eu des Juifs, et puis ça est redevenu des Hébreux. Voilà, tout le monde connaît ça. En fait, ce que veut dire Manitou, c'est ce que je suis en train de dire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des Hébreux, ensuite il y avait des Juifs, ensuite il y avait des Hébreux. C'est pas simplement pour nous raconter une histoire, c'est pas pour nous dire qu'est-ce qu'on est content d'être en Israël. C'est vrai qu'on est content d'être en Israël. C'est pour nous dire pas pour nous dire non plus qu'on est très content d'être en Eretz Israël. Tout ça, on est d'accord. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire qu'on a perdu la lecture hébraïque de la Torah. On est devenu des Juifs. Les Juifs ne lisent plus exactement la Torah comme le lisait Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a besoin de revenir à cette lecture hébraïque. C'est cela qu'on va redécouvrir quand on va revenir en Israël, parce qu'on a une époque qui a cette possibilité, cette capacité-là. On va revenir à une seconde naïveté, dans le langage de Manitou, on aurait dit, à une seconde hébraïté. On revient à ce qu'on aurait dû être précédemment. C'est grâce à l'interprétation, la Shona Kodesh, Kabbalah, qu'on est capable de nouveau d'entendre ce que le texte de la Torah a à nous dire. Et c'est pour ça que l'herméneutique, c'est-à-dire l'étude des textes, qui donne le sens par le symbole, en fait, nous permet de déchiffrer et de rendre intelligible ce texte de la Torah. Ce qui amène Ricoeur à dire, il faut comprendre pour croire, mais il faut certainement croire pour comprendre. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre, dit Manitou, on va devoir prendre conscience qu'on ne peut pas lire, comprendre, c'est-à-dire faire un travail d'herméneutique sans véritablement croire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire croire? Accepter d'écouter, d'entendre, de lire le texte qui est devant nous, le prendre au sérieux. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, Zichrono Livracha, racontait toujours que au début de la Mishnah de Brachot, on parle, la Gemara demande sur la première Mishnah de Brachot, Efo Atana Omed, c'est-à-dire quel est le verset à partir duquel le Tana de la Mishnah explique ce qu'il explique dans cette Mishnah. Et la Gemara répond, Atana Akrakai, ce qu'explique le Tana sur le Kriyat Shema, c'est tout simplement l'interprétation du verset. Or, racontait le Rav Tzvi en rigolant, il y a une fois un prof de fac qui n'a pas très bien compris, et quand il a traduit Kra, Kouf, Resh, Aleph, il n'a pas fait attention que ce n'est pas un mot en araméen, mais c'est un mot en hébreu. Le Tana, Akra, Kai, se tient sur le verset.
C'est-à-dire, il se base sur le verset pour expliquer Kriyat Shema. Or, lui, il a cru que c'était un mot araméen, et Kra en araméen, c'est une citrouille. Donc, il a dit, la question de la Gemara, ce n'était pas quelle est la source de ce que dit le Tana, mais où est-ce qu'il est? Alors, on dit, bon, il est assis sur une citrouille. Ce que nous dit Manitou, et ce que nous dit aussi Ricoeur, il faut croire pour comprendre. Il faut d'abord être prêt à écouter, d'une manière même herméneutique, le texte que l'on va écouter. C'est-à-dire qu'on doit avoir précisément une modalité moderne de la croyance dans le texte qu'on est en train d'étudier. Parce que si la modernité, dit Ricoeur, si la modernité effectivement a un problème de compréhension, un problème de saisie du texte, c'est précisément parce que le remède est précisément dans la maladie. La maladie, c'est qu'on n'est pas prêt d'écouter. Le sujet moderne, l'homme moderne, est toujours conscient qu'il ne pourra pas véritablement comprendre, interpréter les choses sans sentir une interpellation du mythe ou pour nous d'une interpellation de la révélation. C'est-à-dire qu'on doit présupposer que ça va nous donner quelque chose. Je ne peux pas accepter quelque chose de la Torah si pour moi ce n'est pas signifiant. Si dès le départ, je dis que c'est moi qui définis ce qu'il y a dans le texte ne pourra jamais rien me dire. C'est pour ça qu'il faut être tout le temps prêt à prendre sur soi cette réalité du texte pour, quand on le lit, être capable de le comprendre. On a reproché à Ricoeur, quand il a parlé justement de l'importance de la croyance et de l'adhésion de chaque homme à cette croyance, on peut dire comme ça, de déraper, de devenir théologue, alors qu'il était philosophe. Sa réponse était en fait c'est la réponse qu'il donne, il dit « J'ai toujours compris que la lecture de la mythologie devait s'inspirer de la confession juive des péchés, c'est-à-dire de la tchouva. La tchouva, c'est le retour que chaque homme, que chacun d'entre nous a sur cette écoute primaire et primordiale qui précède les actes que nous avons accomplis. Nous avons compris, après avoir fait quelquefois des erreurs, qu'il y avait quelque chose avant. Nous sommes prêts à écouter ce qu'il y avait avant. Eh bien, en fait, Ricoeur est en fait un philosophe. Quelqu'un me demande qui était Ricoeur. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Ricoeur était un philosophe qui est décédé il y a très peu de temps, une quinzaine d'années à peu près, je crois, qui, comme je disais, était à la fois au Canada, aux États-Unis et en France. C'est un des plus grands penseurs de l'herméneutique et de la morale aussi. Et il a fait partie de tout le monde intellectuel d'après-guerre. Il a connu très très bien, évidemment, Jean-Paul Sartre et d'autres encore, et il était un grand ami de Emmanuel Lévinas, bien que lui soit protestant, qu'Emmanuel Lévinas était juif. Eh bien, en fait, nous dit Ricoeur, c'est la tchouva d'Israël qui m'a montré quel est le chemin à suivre dans la lecture de la mythologie et dans le sens qu'elle doit prendre. Je terminerai juste avec une petite phrase de Ricoeur, puisque c'est exactement l'heure. Il nous dit la chose, la recherche de vérification existentielle est en fait, paradoxalement, revient à mettre entre parenthèses l'affirmation de la vérité historique des symboles pour mieux rechercher leur efficience symbolique, parce que c'est cela qui donne véritablement l'importance de l'interprétation du sujet et de l'homme moderne. C'est-à-dire, dit-il, il faut savoir mettre entre parenthèses la tentative de comprendre scientifiquement la Torah, la révélation, la prophétie, parce que précisément les réponses aux problèmes existentiels de l'homme moderne se situent dans ce refus d'être moderne sans prendre source dans l'efficience, la puissance révélatrice et symbolique du texte de la révélation. Et c'est, me semble-t-il, ce que Manitou voulait dire quand il a écrit ici, comme dit Paul Ricoeur,
les mythes donnent à penser. Voilà, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, pour le dernier cours, on terminera ce texte sur la tradition et modernité et on verra, Bezrat Hashem, comment Manitou comprend la modernité. Et le titre de l'intitulé du cours, ça sera « Est-ce que la modernité, c'est un changement ou, comme on commence déjà à l'entrevoir grâce à Ricoeur, un renouveau ?» Voilà, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Merci beaucoup, Toda Rabba Ravouziel. Vous pouvez maintenant poser vos questions, vos réactions. Ravouziel, vous pouvez rallumer votre micro. Voilà, c'est parti pour les questions. Oui, Ravouziel, je voulais bon, sans aller jusqu'à l'analyse importante au niveau Kabbale, etc., mais il y a toujours cet attrait des mythes et des légendes. Est-ce qu'on a toujours besoin, même à l'ère actuelle, de rêves et de voyages? Enfin, je veux dire, je pense à des films comme Rapa Nui, tout ça, c'est vrai que ça, comme des films adulte ou enfant. Rapa Nui, c'est des films que j'avais vus comme ça, qui sont vraiment c'est des légendes, quoi, des pays d'Amazonie. Je ne sais pas, bon, je pourrais donner beaucoup de titres de films. C'est un attrait les a vus, c'est difficile. Mais effectivement, il y a effectivement dans le cinéma une recherche véridique et véritable chez certains auteurs, hein, d'effectivement d'arriver à une certaine mythologie, une certaine légende. C'est vrai. J'aurais aimé savoir qui c'était ce Ricoeur dont vous parlez tellement, quand est-ce qu'il a vécu et s'il était juif. Enfin, on n'a pas dit clairement. Non, j'ai dit clairement qu'il était protestant. Il vivait au XXe siècle et il est mort il y a une quinzaine d'années. C'est un ami de Lévinas. D'accord. Vous avez dit que c'était un ami de Lévinas, c'est vrai, j'ai pas tilté. Pas de problème. Toda Rav, merci beaucoup. Toda. Est-ce que vous pouvez situer le mythe d'une part par rapport peut-être au paganisme, d'autre part par rapport au récit biblique, parce que vous avez fait beaucoup de parallèles entre les deux. Enfin, vous avez parlé de mythe de la réussite. Moi, je ne vois pas le rapport, personnellement, parce que la mythologie, donne une explication sous forme de récit, tandis que le mythe de la réussite, je ne vois pas le rapport, excusez-moi. Voilà. Alors, j'explique. Quand je voulais parler de mythe, je veux dire qu'il y a une certaine manière de faire passer les choses qui utilise la même méthode que la mythologie, c'est-à-dire d'essayer de donner l'intuition des choses par un récit. Eh bien, le récit, qu'on peut dire comme ça, qui est véhiculé par le corps enseignant, notamment dans les années 50, 60, 70, c'était, dans les écoles primaires, c'était qu'il y a une importance de la réussite, et que cette réussite vient par l'acquisition de la culture. C'était quelque chose d'évident, qui passait en permanence, sans avoir besoin d'être conceptualisé ou d'être explicité. C'était dit de la manière… Ce n'était pas une explication du monde, c'est ça que je voulais dire. Ah, mais non, je parlais simplement au sujet de la réussite, ça existait aussi. C'est ça que je voulais dire. Bonjour. Pardon. Quelqu'un me dit qu'il assistait au cours d'Emmanuel Lévinas. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il assistait au cours. Bonjour. Et je connaissais très bien. Je connaissais quelqu'un qui a fait un doctorat de philosophie avec Lévinas et qui écoutait des cours évidemment chez Ricoeur à Paris et qui m'avait raconté une fois qu'à chaque fois qu'il arrivait chez Ricoeur demandait comment il y a de doctorants chez Lévinas. Et quand il voyait qu'il y en avait plus, il était très triste. Et inversement, quand il revenait chez Lévinas lui disait « Ah, tu étais chez Ricoeur, combien il a de doctorants, lui, maintenant qu'il travaille pour l'État ?» Ils étaient très, très comme ça, très amis, mais aussi très, très en concurrence. Une des méthodes de la tradition, c'est le mashal. Et le mashal dans le langage, c'est important, le mashal dans le langage, pas du Rambam, mais de traduction hébraïque du Rambam, c'est l'allégorie dont j'ai parlé aussi. Le mashal dont parle le Rambam, d'après Ibn Tibon, c'est l'allégorie, mais pas le mythe, l'allégorie. C'est-à-dire une symbolisation d'un certain nombre de concepts par des personnages ou des événements d'un récit quelconque. Pardon, je peux poser une question? Bevakasha. Oui, non, je voulais savoir s'il n'y avait pas un parallèle
entre le mythe et la Kabbalah. La Kabbalah utilise aussi des notions, pas des histoires, mais des notions totalement abstraites pour nous expliquer quelque chose. Abraham, c'est Chesed, Yitzhak, c'est Din, et c'est un peu le même genre de système, je dirais. Enfin, je sais pas. La différence peut-être entre le mythe et la Kabbalah, c'est que la Kabbalah ne dit pas que Abraham est Chesed et que Yitzhak est Din. Elle dit que la manière d'être homme d'Abraham, c'est ce que Dieu, quand il agit dans le monde, fait sous forme de Chesed. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en adéquation, la personne d'Abraham est en adéquation avec la capacité, on peut dire comme ça, de Dieu à être dans le monde sous forme de Chesed. Mais il n'y a pas d'identification, à mon humble avis, entre Chesed et Abraham. Ce serait une manière un petit peu mathématique et rationnelle de dire la chose. Ça va. Il y a une question sur le chat, Rav. Pardon? Est-ce que vous pouvez donner un exemple de mythe dans le Talmud? De mythe dans le Talmud? A priori, la Talmud, la Gemara, c'est de la révélation. Ce n'est pas du mythe. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est une histoire révélée. C'est autre chose. Mais il y a quand même une réussite dans Romulus et Rémus, puisque finalement, Rémus, il a perdu. C'est vrai. Et Romulus, il a gagné. C'est vrai, mais ça veut dire que les Romains devaient comprendre que malgré la victoire de Romulus, il restera toujours en eux la critique ou la révolte de Rémus. Parce que, bon là je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais puisque vous avez posé la question, quand ils décrivent dans la mythologie, il y avait Romulus, il y avait Rémus, ils se sont battus, Rémus est mort, Romulus a continué, on nous décrit ça comme quelque chose qui est dans le temps, avec des événements. Mais en fait, le sens profond de la mythologie, c'est que tout ça, c'est simultané. Ce n'est pas qu'il y a eu et que c'est devenu, mais c'est qu'en fait, tout ça, c'est une seule chose. On est tous, en tant que Romains, Romulus et Rémus, avant, pendant et après le meurtre. Tout ça, ça va ensemble. C'est ça ce que essaye de dire le mythe. Est-ce que lorsqu'on parle d'études phénoménologiques aujourd'hui, on n'essaye pas de se ramener au temps des mythes quelque part, où la signification des choses et des êtres était évidente? Est-ce que ce n'est pas essayer de faire la phénoménologie aujourd'hui? Bon, je ne sais pas de quelle phénoménologie directement vous parlez, parce qu'il y a plusieurs phénoménologies. Mais si je considère, par exemple, la phénoménologie par exemple, à l'époque de Jean-Paul Sartre, ou bien d'autres encore à son époque, notamment la phénoménologie de la perception, à ce moment-là, ce que l'on essaye, c'est de comprendre, de saisir les choses, de définir les choses sans leur donner une interprétation, on peut dire surajoutée. Et on essaie de comprendre les choses en tant que telles. La mythologie, au contraire, nous dit « je ne veux pas me laisser prendre au piège des choses telles qu'elles sont, parce que le réel a une autre dimension, un autre sens, qui est celui que la mythologie essaye de nous faire comprendre intuitivement. » C'est-à-dire, au contraire de la phénoménologie, je ne pars pas du réel, je pars de quelque chose qui m'est venu de la tradition et qui me dit quel est le sens des choses avant même que je les rencontre. Voilà. Pour me permettre de les rencontrer, des fois que je ne passerai à côté. Exactement. Parce qu'on peut très bien effectivement passer à côté de quelque chose simplement parce qu'on n'a pas compris que cette chose-là, ce n'est pas ce qu'on a vu. Alors que la phénoménologie dit, je veux essayer de voir seulement ce que je peux voir, et c'est tout. Je ne veux pas y rajouter d'explication ou d'interprétation. En cela, la mythologie serait plutôt l'inverse. Je vais essayer de ne comprendre que l'interprétation avant même de voir les choses. Toda rabba. Bevakasha. Merci beaucoup. Toda rabba. Kol Tov. Merci, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bevakasha.